Le centre spatial de Cape Kennedy, mais d'un point de vue assez inhabituel. Nous sommes sur le point le plus haut du cap, sur le sommet de la tour de lancement de la fusée Saturne V. Pour la première fois, nous avons pu nous approcher de la fusée jusqu'à la toucher. Nous avons pu filmer la tour de lancement, la tour de service. Nous avons pu voir de tout près ce que nous n'avons l'habitude de voir que de très loin et par le truchement de caméras de télévision. Et lorsqu'on est si près, on ne comprend plus. Comment ce monstre a pu être transporté, comment il tient debout et surtout, comment il va pouvoir s'envoler tout à l'heure. Si l'on compte la tour de lancement, la plateforme, la structure mobile de service, il y a 10 500 tonnes d'acier, plus de 1000 wagons de chemin de fer. Sans compter le prix de la fusée et des accessoires de la mission, nous sommes installés à côté de quelques 67 millions de dollars. À l'origine, le lancement était prévu pour le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, le patron des Irlandais, dont le symbole est le trèfle à 4 feuilles. Ce trèfle à 4 feuilles n'était donc pas uniquement là comme porte-bonheur. Eh bien, nous voici au pied de la fusée Saturne V qui va emmener les 3 astronautes d'Apollo 16 dans leur mission. Nous sommes sur la plateforme de lancement. Pour arriver jusqu'ici, nous avons dû passer par un certain nombre de postes de contrôle et nous avons dû nous équiper conformément aux règles de sécurité. Mais ça nous a permis de venir au pied même de cette fusée Saturne V. Et vous pouvez voir qu'il s'agit vraiment d'une très grosse fusée. À sa base, elle a 10 mètres de diamètre. Elle mesure 111 mètres de haut une fois que le module de commande est installé. Vide, elle pèse 181 tonnes. Avec le plein de carburant, elle pèse quelques 3000 tonnes. Vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une très grosse fusée et d'un très gros engin. La fusée est donc prête au départ sur l'aire de lancement 39A. Regardons un peu plus en détail ce que l'on y trouve. Un bassin de décompression pour l'oxygène liquide si une vidange se révélait nécessaire. De l'autre côté, le bassin de décompression pour l'hydrogène liquide. Le réservoir d'hydrogène liquide, capacité 3 200 000 litres. Le brûleur du trop-plein d'oxygène. Un des moyens d'évacuation en cas d'urgence. Un câble transporte cette cabine à 762 mètres de l'aire de lancement. Les caméras de télévision qui vont permettre la transmission des images du lancement. Il y en a 62. Dans quelques minutes, cette fusée Saturne V va emmener les 3 astronautes d'Apollo 16 dans leur mission. Dans quelques minutes, cette fusée va être mise à feu. En quoi consiste cette mission d'Apollo 16 ? Eh bien, nous l'avons demandé au responsable des missions Apollo, le colonel McDivitt. L'événement majeur d'Apollo 16 sera l'atterrissage sur la Lune. Nous espérons qu'il se passera d'une façon similaire à celui d'Apollo 15. Nous avons le même équipement à bord. La grande différence sera le lieu d'atterrissage. Pourquoi la mission Apollo 16 a-t-elle été retardée ? Il y avait un certain nombre de problèmes mineurs. Isolément, aucun n'aurait fait retarder le lancement, aucun n'était suffisamment important pour provoquer ce retard. Mais il y en avait un certain nombre. Pouvez-vous les énumérer ?
Nous avons procédé à des modifications du scaphandre et pendant certains essais, comme nous en faisons toujours, nous avons découvert qu'un certain nombre de câbles se sont détachés. Ce sont des câbles d'acier recouverts de plastique qui sont réunis par des boucles et des fermetures de sécurité. Si nous l'avons découvert, c'est parce que Young utilise une technique différente pour ramasser les échantillons sur la surface lunaire. Les 8000 tonnes de la structure de lancement et du carburant sont posées sur 6 vérins de support au-dessus de la tranchée de déflexion des flammes. Le toboggan de sécurité qui va de la plateforme à une chambre blindée à 12 mètres sous terre. La fusée Saturne V, comme on la voyait il y a encore quelques heures, juste avant qu'on ne retire la structure mobile de service, à 8h40 ce matin, heure suisse. Nous n'avons pas pu vous montrer sur la fusée Saturne V les moteurs de cette fusée. Il y avait en effet des échafaudages, les techniciens préparaient et travaillaient sur ces moteurs pour préparer la mission. Mais au centre de visite de la NASA, au centre des visiteurs, nous avons trouvé dans le parc 2 moteurs. Derrière moi, un des 6 moteurs qui équipent le 2e et le 3e étage. Et à côté de moi, un des 5 immenses moteurs du 1er étage. Ce sont les moteurs que vous voyez au moment de la mise à feu. Et tenez-vous bien, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, au moment où la fusée Saturne V décolle, au moment où elle quitte le sol, la consommation de ces moteurs est de 15 tonnes de carburant à la seconde. Avec 15 tonnes de mazout, eh bien, vous chauffez une villa moyenne pendant 2 ans. Et ces 15 tonnes de carburant sont consommées ici en 1 seconde. Et l'intérieur du module de commande, comment se présente-t-il? Le module de commande, c'est, je vous le rappelle, la cabine dans laquelle se trouvent les astronautes et dans laquelle ils vont vivre pendant 290 heures. Pendant 12 jours, les 3 astronautes vont vivre dans un module de commande, dans une capsule Apollo comme celle-ci. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de place. À l'heure actuelle, ils sont assis là, le commandant de la mission sur ce siège, le pilote du module de commande sur ce siège, et ici, sur le siège qui manque, c'est la place du pilote du module lunaire. À l'heure actuelle, ils sont assis comme ça, et imaginez que dessous, il y a 2700 tonnes de carburant prêts à prendre feu et prêts à les emmener dans l'espace. Si ce siège manque, ce n'est pas par hasard. Le siège du milieu, c'est parce que cette cabine est dans son état de voyage, tel qu'il se trouve lorsqu'ils travaillent, lorsque les 3 astronautes travaillent. Ce siège se trouve placé sous ce siège-ci. Et la seule différence qu'il y a encore, c'est que pour avoir un peu plus de place, les astronautes peuvent baisser ces pose-pieds, ces cale-pieds qui se trouvent de part et d'autre de cette position centrale et qui accompagnent les sièges du commandant et les sièges du pilote du module de commande. Ce que vous voyez ici, ces barres sont des amortisseurs. Les amortisseurs pour l'atterrissage, pour le splashdown lors du retour de la mission. Ce sont des amortisseurs qui ne peuvent être utilisés qu'une fois car il s'agit d'une matière qui se trouve à l'intérieur de ces tubes et qui est compressée et qui est détruite pratiquement par le choc et qui absorbe tout le choc lors du splashdown. Que peut-on encore voir rapidement dans cette cabine avant de voir d'autres détails? D'abord, au-dessus de moi se trouve le SAS. C'est par là que les astronautes passent du module de commande au module lunaire. Derrière moi se trouvent les périscopes de télémétrie. C'est grâce à ces périscopes qu'ils peuvent faire le point, qu'ils peuvent savoir où ils sont. Et il y a encore quelques autres détails. Ici se trouve l'ordinateur. Et bien entendu, vous avez devant vous tous les boutons, toutes les manettes et tous les cadrans qui leur permettent de naviguer.
Attenante au bâtiment d'assemblage des véhicules, une des 4 salles de mise à feu des aires de lancement 39. C'est là que l'on contrôle toutes les opérations du compte à rebours. Aujourd'hui, bien entendu, il y a un peu plus de monde que le jour où nous avons filmé ces images. Il y a 470 techniciens, chacun devant une console, ayant un travail bien déterminé, surveillant les cadrans, les écrans de télévision, écoutant toutes les conversations échangées entre les astronautes et les techniciens. C'est ici que l'on a fait toutes les simulations, tous les exercices du compte à rebours qui ont précédé celui qui se déroule actuellement. À ce moment du compte à rebours, c'est ici que se déroulent les opérations les plus importantes. En effet, l'homme qui se trouve à cette console est chargé d'enclencher toute la séquence automatique de mise à feu de la fusée. Pour faire ça, il appuie sur ce bouton. En appuyant sur ce bouton, l'ordinateur prend en charge un certain nombre d'opérations qui vont conduire à la mise à feu même de la fusée. Si l'ordinateur qui procède à tous les contrôles encore entre-temps devait révéler un défaut ou une panne d'une quelconque partie de la fusée, on pourrait toujours interrompre la mission. L'homme ici n'aurait qu'à appuyer sur ce bouton-ci. Mais maintenant, le compte à rebours exige que l'on appuie sur ce bouton et il va rester 3 minutes avant que la fusée ne parte. 12, 11, 10. We have ignition sequence start. The engine's now building up to 7.7 million pounds of thrust. We have a launch commit and we have a liftoff. The swing arms moving back. The Saturn V lifting off the alpha pad, building up thrust. We've cleared the tower. Houston is now controlling. Oh, you have good thrust in all 5. Roger. Pitch and roll program started. Roger. 16 now maneuvering to its proper flight path attitude. Mark 27 seconds. 36 seconds, roll program completed. Pitch profile still in progress. Pendant une mission Apollo, les antennes du bateau sont constamment pointées en direction du vaisseau spatial. Mais comme nous sommes sur un bateau qui est soumis au roulis et au tangage, il faut une plateforme gyroscopique qui se trouve derrière moi pour maintenir la stabilité des antennes. Seulement, le roulis et le tangage provoquent également une certaine déformation du bateau. Pour vérifier, pour contrôler cette déformation, un rayon laser traverse le bateau de part en part, d'une antenne à l'autre, et peut mesurer avec une extrême précision la moindre déformation du bateau au niveau des antennes. Ces éléments de mesure, mesurés donc par ce rayon laser, sont transmis à l'ordinateur. Les données de la télémétrie que les antennes enregistrent descendent également à l'ordinateur et ces deux données sont comparées les unes aux autres. S'il y a une quelconque déformation, la mesure est corrigée et les informations télémétriques transmises depuis le bateau jusqu'à Houston sont ensuite les informations absolument exactes tenant compte des déformations du bateau, du roulis et du tangage. Bien que ce module lunaire soit exposé dans le hall d'un bâtiment à la NASA à Houston, il ne s'agit pas d'un modèle ou d'une maquette, il s'agit d'un véritable module lunaire. En fait, il s'agit d'un module lunaire qui a servi à faire des essais. Celui-là a servi à faire des essais thermiques et des essais de vide. C'est un très gros engin, il fait 7 mètres de haut, il pèse 16 tonnes. Et vous pouvez remarquer la différence entre l'étage de descente et l'étage de remontée. L'étage de descente est dans son emballage de mylar et au-dessus se trouve un peu plus torturé, dirais-je, l'étage de montée qui est en noir. J'attire votre attention sur, d'une part, l'échelle, la fameuse échelle
par laquelle les astronautes descendent sur la Lune. Plus haut, la plateforme de sortie, et derrière la plateforme de sortie, l'écoutille de sortie par laquelle les astronautes se faufilent pour sortir de l'intérieur du LEM à l'extérieur. Quand on imagine qu'ils ont leur scaphandre, qu'ils ont leur système de survie, on se rend compte que ce ne va pas être très très facile. Un groupe de fusées d'attitude qui permet au LEM d'avoir sa position exacte avec le déflecteur pour éviter que les gaz ne viennent toucher l'étage de descente. C'est entre ces fusées d'attitude et la plateforme de sortie que se trouve la caméra de télévision qui vous donne les premières images de la Lune, les premières images des astronautes en train de descendre cette échelle. Dessous, le compartiment avec la Jeep. Et de l'autre côté, un compartiment semblable avec les outils et tout le matériel scientifique. J'aimerais encore vous montrer les assiettes sur lesquelles le LEM se pose, avec lequel le LEM se pose sur la Lune, et bien entendu tout l'amortissement, tout le système d'amortisseurs qui permet d'absorber le poids de ce LEM au moment où il touche le sol. 16 tonnes, je vous le rappelle, divisé par 4, puisqu'il y a 4 pieds, chaque pied supporte 4 tonnes.